Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cryptanalyse et d'informatique quantique avec André Schrottenlauer. Bonjour André. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Alors André, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Alors, je m'appelle André Schrottenlauer et je suis chercheur en cryptologie au CWI, qui est un institut de recherche néerlandais en informatique et en mathématiques à Amsterdam. Donc, j'ai soutenu ma thèse en février 2021 à l'INRIA, dans le centre de recherche de Paris. Alors, la cryptanalyse, qu'est-ce que c'est ? En fait, en cryptographie, ce qu'on essaie d'obtenir, c'est des garanties de sécurité sur les outils qu'on utilise. Et une partie de ces garanties de sécurité vient de preuves mathématiques. Mais arrivé à un certain niveau, notamment au niveau des outils de cryptographie les plus petits, ce qu'on appelle les primitives cryptographiques par exemple, on a besoin que cette sécurité, en fait, on a besoin de s'en assurer en essayant de faire des attaques. C'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que pour s'assurer que quelque chose est sûr, on va essayer de le casser, entre guillemets, de trouver des vulnérabilités. Et ça, c'est fondamental, en fait. C'est quelque chose qu'on est vraiment obligé de faire de la manière la plus publique possible et avec le plus de personnes possible qui vont s'intéresser à cette sécurité. Alors, c'est pas contre-intuitif, parce que c'est ce qu'on fait aussi en sécurité avec les tests d'intrusion, par exemple, où on essaie de concevoir des systèmes sûrs, mais on paye quand même des pirates éthiques pour tester la sécurité des systèmes à la fin. C'est vrai, c'est exactement le même principe. Mais quelquefois, on me dit que du coup, je suis le méchant de l'histoire et je le prends mal. Et l'informatique quantique, est-ce que tu veux en dire deux mots ? Alors ça, c'est quelque chose qui est une histoire assez intéressante. Parce que dans les années 80, d'abord, ce sont des physiciens qui ont commencé à avoir cette idée. Ils se sont dit, c'est très difficile de simuler les systèmes quantiques. Et pour le faire très bien, ce qu'il nous faudrait, ce serait un système quantique qu'on contrôle pour faire ce genre de simulation. Et plus tard, des informaticiens ou des gens spécialisés dans la théorie du calcul se sont rendus compte qu'effectivement, avec ça, on avait un modèle de calcul qui allait avoir des capacités intéressantes, notamment pour faire de la simulation de systèmes quantiques, mais aussi pour effectuer les calculs mathématiques. Encore quelques années plus tard, en 1994, Peter Shor invente un algorithme qui permet de faire de la factorisation de grands entiers de manière très efficace, à condition d'avoir un ordinateur quantique. Et le petit problème, c'est que la sécurité du cryptosystème RSA, qui est à peu près le plus utilisé aujourd'hui pour faire de l'échange de clés sur Internet, reposait sur ce problème. Parce que justement, en cryptographie, on a toute une sécurité qui repose sur des problèmes mathématiques et sur la difficulté de les résoudre. Et on était bien mal tombé, en fait, parce que beaucoup de ces problèmes se sont retrouvés résolus avec un ordinateur quantique. Alors, ta thèse a une particularité, c'est que toi, tu fais de la cryptanalyse d'algorithmes symétriques avec des ordinateurs quantiques. Or, là, tu parles de RSA, c'est justement de l'asymétrique. Donc, c'est quelque chose qu'on sait, sur lequel il y a de la littérature qui explique que ça peut être cassé par un algorithme quantique. Mais est-ce que tu peux nous parler plus spécifiquement de tes travaux à toi ? Alors ça, c'est aussi très intéressant. Effectivement, 94, algorithme de Shor, RSA est menacé. Alors, il y en a aussi d'autres, justement, les courbes elliptiques qu'on utilise aujourd'hui actuellement. Mais que se passe-t-il en cryptographie symétrique ? En fait, on ne s'est pas tellement posé la question. Et c'était un peu tout le problème. Et justement, donc en cryptographie symétrique, quand les utilisateurs en fait, se sont déjà accordés sur une clé, sur un secret partagé, ce sont des algorithmes qui sont complètement différents. C'est tout simplement une situation qui est complètement différente. On utilise des algorithmes, alors si je peux lancer des noms comme ça, des algorithmes tels que AES, SHA-3, des fonctions de hachage, des chiffrements à bloc. Tous ces algorithmes-là ont aussi une sécurité qui repose sur la cryptanalyse. Et pour cette sécurité, il faut aussi prendre en compte maintenant un ordinateur quantique. C'est quelque chose qui est venu assez tard, en fait. On a su en 1996, donc c'était un peu juste après l'algorithme de Shor,
il y avait l'algorithme de Grover qui s'appliquait à la cryptographie symétrique. Et donc, celui-là, il a vite été bien compris. Et ça s'est un peu arrêté après. Pendant 10, 15 ans, personne ne s'est vraiment posé la question qu'est-ce qui se passe en fait en cryptographie symétrique. Et ça, c'est arrivé un peu plus récemment. Et je dirais que depuis 2010, il y a eu énormément de recherches qui s'est développées là-dessus. Et il y en a un peu dans ma thèse. Et on a fait quand même un certain nombre de progrès. Déjà sur comprendre ce qui se passe et puis sur voir effectivement de quoi est capable un attaquant quantique. Quand tu dis qu'il n'y a pas trop eu de recherche à la date de l'enregistrement, le NIST vient récemment d'annoncer les résultats de sa compétition sur les algorithmes post-quantiques qui a duré presque 5 ans de mémoire. Donc du coup, il y a quand même des gens qui ont fait de la recherche parce que ces algorithmes ne sont pas tous asymétriques de mémoire. Ah oui, mais c'était uniquement pour justement éviter le fait que les algorithmes asymétriques soient compromis. C'était aussi pour les symétriques ? Donc effectivement, il y a cette compétition, ce processus de standardisation qui est organisé par le NIST, donc l'Institut américain de standardisation, qui vise à standardiser des nouveaux protocoles de chiffrement post-quantique et des signatures numériques. Mais ça concerne justement la crypto à clé publique. Et c'est en gros pour remplacer ce qui va être cassé par l'algorithme de Shor, RSA, les courbes elliptiques. Et donc on fait appel à de nouveaux algorithmes qui reposent sur d'autres problèmes difficiles, qui eux restent difficiles pour un attaquant quantique. Mais en fait, en cryptographie symétrique, justement, il y a juste eu moins d'activité. Aussi parce que finalement, on peut dire qu'on a joué un peu de malchance du côté de la cryptographie asymétrique. On est tombé par hasard, on avait standardisé et utilisé des algorithmes qui finalement étaient passés dans les trous de la raquette. On a eu un peu plus de chance en cryptographie symétrique. Ce à quoi ressemblent les algorithmes sur lesquels on travaille, la sécurité, les différentes attaques qu'on effectue dessus, c'est quand même quelque chose qui résiste mieux, globalement, contre un attaquant quantique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'étudier. D'ailleurs, juste pour compléter sur le NIST, très récemment, oui, donc les résultats sont sortis et semi-cocorico, un algorithme français a été sélectionné par le NIST. C'est celui qui a été co-développé par Thales et je crois IBM, NCC et Qualcomm, et qui sert pour la partie signature. Et est-ce que sur la partie symétrique, il y a des trous dans la raquette ? Alors, il y a des trous dans la raquette. Un peu. Après, on n'est effectivement pas dans une situation aussi pressante, quelque part, que celle dans laquelle nous a mis l'algorithme de Shor à la base. Donc, comme je disais, la première chose dont on a été assez conscient, en fait, c'était l'algorithme qui était inventé par Grover en 96. Et celui-là, grosso modo, c'est celui qui fait dire, généralement, quand on parle de cryptographie symétrique, il faut augmenter la taille des clés. Ça vient du fait que quand on a un paramètre tel que donc une clé secrète, notre attaquant a toujours le moyen d'essayer toutes les clés possibles, ce qui est en priori infaisable, puisqu'on a mis un grand nombre de clés possibles. Mais avec un ordinateur quantique, on peut accélérer cette procédure générique. Le problème, ce serait de considérer justement que l'attaquant quantique ne fait que ça. Parce qu'il a quand même, il est malin lui aussi, il sait faire des maths, il sait faire de la cryptanalyse. Et il n'y a aucune raison qu'il se cantonne à cette attaque précise. Et effectivement, il y a des attaques plus intéressantes, de mon point de vue en tout cas, qui peuvent être utilisées. Il n'y a rien d'aussi dévastateur que l'algorithme de Shor. Après, il faudrait que je rentre un peu dans les détails de sur quelle construction, effectivement, on peut faire quelque chose. Ça dépend vraiment. Mais en gros, comment ça marche pour attaquer un algorithme symétrique avec du quantique ? Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, alors, il y a différents modèles d'attaquants, mais on va dire que le modèle qui nous intéresse le plus, c'est toujours le même. C'est un attaquant qui, aujourd'hui, n'a pas encore l'ordinateur quantique. Il l'a commandé, mais ça n'arrivera que dans quelques années au minimum. Et donc, du coup, il est là, il nous écoute sur Internet, il stocke plein de communications qui passent, et il attend que son ordinateur quantique lui soit livré. Et celui-là, il marche forcément pour utiliser l'algorithme de Shor en cryptographie asymétrique. Il marche aussi pour utiliser l'algorithme de Grover en cryptographie symétrique. En fait,
c'est un modèle d'attaquant pour des attaques. Après, on a des modèles d'attaquants plus forts, mais ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de théorique dans lequel l'attaquant non seulement est quantique, mais en plus, il est capable de mettre votre chiffrement qui contient un secret sur une puce, et puis de mettre la puce dans son ordinateur quantique. Ça, c'est pas quelque chose considéré comme pratique, puisque de toute façon, il n'y a pas d'ordinateur quantique aujourd'hui pour faire ces opérations. Mais voilà, donc l'attaquant qui nous intéresse, c'est vraiment celui qui nous écoute, qui enregistre, et après, dès qu'il aura des capacités de calcul, il va essayer de les utiliser, de quelque manière que ce soit. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et ça, c'est pas une menace qui est spécifique au quantique, parce que aujourd'hui, pendant très longtemps, par exemple, Windows ne supportait pas les suites PFS, Perfect Forward Secrecy sur TLS, et donc du coup, tu pouvais enregistrer tout le trafic TLS sur Internet, et si par hasard un jour tu récupérais la clé privée du serveur web avec lequel tu avais communiqué, tu pouvais déchiffrer a posteriori toutes les communications qui avaient été chiffrées avec ces algorithmes. Donc c'est pas un modèle spécifique au quantique, non ? Le cas de l'attaquant qui enregistre tout et qui essaie de casser a posteriori. Bien sûr. C'est pas du tout un modèle spécifique à l'attaquant quantique. En réalité, ce qui est spécifique à l'attaquant quantique, c'est que lui, il a un réfrigérateur dans sa cave avec un ordinateur quantique dedans. Je dis un réfrigérateur parce qu'en fait, c'est des machines qui sont refroidies à moins 250 degrés, quelque chose comme ça. Mais donc, voilà, c'est la chose de spécifique. Et nous, justement, ce qui nous intéresse, c'est les algorithmes qu'il est capable d'effectuer, puisque les attaques en cryptographie, ce sont des algorithmes. Et c'est pour ça qu'en fait, la cryptanalyse quantique, quelque part, se trouve un peu à la frontière entre la partie cryptanalyse classique, où là, on ramène vraiment des connaissances de la cryptanalyse. Quelles sont nos techniques, qu'est-ce qu'on peut effectuer, la cryptanalyse linéaire, différenciée, etc. Et donc, on a ça d'un côté, et puis de l'autre côté, on a le calcul quantique. Donc, il y a énormément de recherches sur les algorithmes quantiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un ordinateur quantique ? Quels problèmes on peut résoudre et quels sont nos avantages par rapport à un ordinateur, on va dire, lambda ? Et il faut un peu ramener ces deux domaines de recherche ensemble pour voir justement ce que l'un peut apporter à l'autre et comment on borne quelque part la puissance de notre nouvel attaquant en termes de cryptanalyse. Et donc, quels sont les résultats que tu as obtenus ? Parce que moi, quand j'étais petit, on me disait toujours l'ordinateur quantique va casser AES 128, mais si on passe à AES 256, il n'y a plus de problème et ce sera inattaquable même avec un ordinateur quantique. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de l'état de l'art de ce point de vue-là ? Alors, de ce point de vue-là, je pourrais dire, mais sans vouloir faire mon autopromotion, que grâce à une publication de Bontin, Naya Pleasensee et Schrottler, il y a au moins un papier qui s'intéresse à la sécurité d'AES contre un attaquant quantique. Maintenant, personnellement, je trouve qu'un papier, ça ne suffit pas. C'est un peu toujours le cas en cryptanalyse d'ailleurs. Pour s'assurer de la sécurité, il faut que beaucoup de personnes aient essayé, avec plein de méthodes différentes, avec plein d'idées différentes. Et du coup, on a encore un petit peu de chemin devant nous, peut-être. Mais basé là-dessus, je peux dire que, effectivement, AES 256, ça a l'air de s'en sortir quand même assez bien. Voilà, c'est mon opinion, du coup. Je crois que AES 128, il faut 64 qubits pour le casser avec Grover, et AES 256, je crois que c'est le double, c'est un ordinateur avec 128 qubits, ça permettrait de le casser facilement avec Grover. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on n'en est pas si loin que ça aujourd'hui. Alors, en réalité, pour casser AES 128 et 256, c'est pas tellement le nombre de qubits qui du coup va nous poser problème. C'est vrai qu'en général, quand on regarde nos tailles de paramètres, on a besoin de moins de qubits pour faire des attaques, des fois en cryptographie symétrique. Mais c'est vraiment le point de vue du temps, quand même. C'est le problème du nombre d'opérations, tout simplement. En fait, ce qui se passe, c'est que AES 128, il a 128 bits de clé. Donc la clé, elle fait 128 bits. Tester toutes les clés possibles, ça prend un nombre d'opérations qui, du coup, est 2 puissance 128. Toutes les clés possibles, ça fait cette quantité-là. Et l'accélération quantique sur ce problème fait passer le nombre d'opérations de, en gros, 2 puissance 128 à 2 puissance 64. 2 puissance 64, c'est quand même beaucoup. Et surtout pour un ordinateur quantique, les opérations quantiques, c'est quand même pas évident, quoi. On en fait aujourd'hui des opérations, on n'en fait pas beaucoup, hein. On en fait, je sais pas, une cinquantaine, et puis après ça crache.
Mais donc, du coup, c'est déjà une quantité assez importante à atteindre. En réalité, tout le monde ne croit pas que AES 128 sera effectivement attaqué en pratique avec ça. Mais tout le problème, c'est justement que 64 bits de sécurité, comme on dirait, c'est générique. D'accord, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut appliquer cet algorithme. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ? C'est toujours la question qu'on va se poser en cryptanalyse. Est-ce qu'on peut faire quelque chose de mieux que ça ? Pour AES 128, pour le moment, non. Mais il faut se poser la question et il faut continuer de se la poser. Ça va être... voilà, c'est tout à fait sain de continuer de se poser la question et d'être un peu paranoïaque là-dessus. J'allais dire, en fait, dans les faits, sur la partie symétrique, d'augmenter un petit peu la taille des clés, tu peux un peu résister, surtout qu'en fait, les clés restent à taille raisonnable, alors que malheureusement, sur la symétrique, si tu augmentes vraiment la taille des clés, typiquement RSA, tu te retrouves avec des tailles délirantes et tu es obligé de passer à autre chose. C'est un peu le problème des algorithmes qui ont été approuvés par le NIST, c'est que ça s'implémente difficilement dans des petites puces type TPM ou autre, parce que c'est des algorithmes où tu as quand même une complexité qui n'est pas négligeable, quoi. En tout cas, tu ne peux pas réutiliser un TPM 1 ou 1.2 ou 2.0 aujourd'hui et de l'upgrader pour juste passer sur des suites post-quantiques. Et même les tailles des clés ne sont pas non plus négligeables. Donc, quel est ton avis sur l'ordinateur quantique ? Est-ce que tu travailles à un niveau purement mathématique ou est-ce que tu manipules avec des vrais ordinateurs ? Et est-ce que tu penses que l'ordinateur quantique existera un jour ? Parce qu'on a quand même des avis mitigés sur le fait de pouvoir passer à l'échelle et dépasser les 100 ou les 1000 qubits avec le problème de décohérence quantique. Alors, concernant l'ordinateur quantique, pour commencer, j'ai la chance d'être plutôt un théoricien. Donc, mon ordinateur quantique est sur un tableau blanc et ça ne me dérange pas trop qu'il y reste. Après, c'est vrai que du coup, on se pose plein de questions. Alors, c'est déjà le cas depuis le début de cette compétition du NIST. Tous les ans, peut-être, quelqu'un va faire une estimation. Moi, je dis que dans 10 ans, on atteint 300 qubits. Et puis après, dans 10 ans et demi, peut-être 352, je ne sais pas. Mais en réalité, moi, déjà, je n'ai pas du tout envie de faire ce genre de prédiction. Je pense, et là, je pense que j'emprunte en plus ça à un collègue, mais je ne sais plus qui, qu'il faut plutôt faire une espèce de pari pascalien, dans lequel on dit la simple possibilité d'ordinateur quantique, et quelle que soit la probabilité qu'il arrive, quelle que soit l'échelle de temps à laquelle il arrive, induit un risque qui, de toute façon, n'est pas acceptable. Donc, on va passer à la cryptographie post-quantique, quoi qu'il arrive. Et par ailleurs, même quelque chose d'encore plus pragmatique, c'est le mot cryptographie post-quantique a été inventé. Il y a eu beaucoup de travail de fait là-dessus. Il y a eu beaucoup d'annonces de faites là-dessus, etc. Et c'est fini. Maintenant, tout le monde va vouloir passer à la cryptographie post-quantique, en fait. Ça va être de plus en plus déployé. Et on peut même plus le refuser à ce moment-là. Même si il s'avérait qu'en fait, c'est vraiment impossible de construire un ordinateur quantique, quelque part, la machine est lancée et de toute façon, il faut absolument s'assurer que la cryptographie qu'on conçoit est sûre, même dans le cas vraiment bizarre où finalement on aurait une cryptographie sûre contre un attaquant quantique qui n'existe pas. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais d'un modèle où l'attaquant récupérait une puce, un secure element, et la pluguait sur son ordinateur quantique. Tu peux nous en dire plus ? Ça, c'est une histoire assez intéressante. En fait, j'ai envie de dire que c'est grâce à ce modèle qu'on a recommencé à s'intéresser à la sécurité post-quantique en cryptographie symétrique. Parce qu'en fait, c'était dans les années 2010-2012 qu'on s'est rendu compte que dans ce modèle, alors c'est vraiment, je vais l'affirmer haut et fort, c'est un modèle un peu bizarre, un peu théorique. Cette puce, en fait, devient un composant quantique et donc, du coup, quelque part, le secret qui est à l'intérieur de cette puce, l'attaquant va avoir des nouvelles méthodes, entre guillemets, pour l'extraire. Sans rentrer dans les mathématiques, je crois que c'est le mieux que je peux faire. Mais du coup, c'est à cause de ça. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait des attaques extrêmement puissantes qui apparaissaient. Et ça a fait peur un peu à tout le monde, je pense. Et donc, du coup, on a commencé à creuser un peu là-dessus et se dire, bon, d'accord, c'est un modèle théorique. Il y a des attaques très puissantes dans ce modèle théorique sur certains algorithmes bien précis.
Est-ce qu'on peut étendre ça? Est-ce que ça marche aussi pour l'adversaire qui nous écoute tout de suite et qui décode plus tard? Et tout un tas de questions qu'il était bienvenu de se poser et sur lesquelles maintenant il y a de la recherche qui est faite, qui a été assez productive. Alors, en ce qui te concerne, donc tu as gagné un prix. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Est-ce que tu peux parler du processus et de la sélection? Et est-ce que c'est purement cryptographique ou est-ce que c'est une compétition entre toutes les thèses, etc.? Alors, c'était le prix de thèse du GDR Sécurité Informatique, qui est une structure organisée par le CNRS pour fédérer un peu la recherche justement en sécurité informatique, donc en particulier cryptographie en France. Et donc oui, alors, j'ai dit que j'avais gagné un prix. En réalité, je vais vous révéler un secret. J'ai gagné un tout petit morceau de prix parce qu'il y avait un seul nom sur la couverture de ma thèse. Et en fait, tout le contenu résulte de tout un tas de collaborations que j'ai fait avec avec trop de co-auteurs pour tous les citer. Et donc, du coup, voilà, j'ai gagné. On m'a donné ce prix. Enfin, le GDR Sécurité Informatique m'a donné ce prix, mais la fraction qui me revient en propre, je crois, est assez faible, assez petite. Mais du coup, c'est un prix qui compare des thèses de crypto entre elles ou c'est plus générique sur tous les thèses liées à la cybersécurité? Et est-ce que tu as demandé ce prix ou est-ce qu'on est venu te chercher ou comment s'est passé le processus? Est-ce que tu as dû défendre ta thèse? Tu connais ce système de la thèse, ma thèse en 3 minutes là, ou en 5 minutes où tu dois te filmer sur YouTube en train d'expliquer ta thèse? Ouais, alors j'aurais été très mauvais pour faire ma thèse en 3 minutes, donc j'ai eu la chance de ne pas avoir à faire ça. Non, c'était juste postuler et faire un dossier de candidature. En fait, sinon, ce prix, du coup, ça regroupe toutes les thématiques de recherche du GDR. Et donc, en fait, dans le GDR Sécurité Informatique, il y a beaucoup plus que la cryptographie. Il se trouve que, du coup, je suis dans la partie cryptographique, donc dans le groupe de travail code et cryptographie, le GTC2. Donc, c'est mon domaine. Mais il y a d'autres domaines qui étaient représentés. Après, je ne connais pas la liste des candidats du coup, qui ont participé, mais je peux dire qu'ils ont certainement travaillé sur beaucoup d'autres problématiques liées à la sécurité en informatique. Alors, selon toi, est-ce qu'il faut vraiment très vite investir dans les technos post-quantiques? Ça dépend ce qu'on entend par très vite et ça dépend en fait sur quoi exactement. Donc, typiquement, je pense que si on suit le processus de standardisation du NIST, ça a pris beaucoup de temps. Les standards ne sont même pas encore écrits. Il y a eu un petit peu de délai. Il y a eu beaucoup d'algorithmes qui ont eu des attaques, y compris plus tard dans la compétition. Et donc, du coup, il faut être assez patient quand même pour s'assurer qu'il y a vraiment une convergence dans l'état de l'art avant de passer tout de suite aux implémentations brutes. Après, c'est vrai que... alors moi, je suis un pur produit du monde académique, mais je pense qu'il est bon d'investir dans deux choses. Donc, d'une part, vraiment dans la recherche en ce qui va concerner les implémentations de ces algorithmes. Ça, c'est quelque chose que je connais moins, puisque je suis sur la partie symétrique. Mais donc, les implémentations pour les rendre les plus légères possibles, pour qu'on arrive à les mettre, tout simplement, sur nos matériels et sur nos logiciels. Et après, surtout sur la partie dont on parle beaucoup aussi, la crypto-agilité, où, quelque part, on a besoin d'être capable de passer d'un algorithme à l'autre de la manière la plus simple possible. Et ça va forcément faciliter aussi le passage des algorithmes post-quantiques. Mais quoi? Donc, il vaut mieux investir sur l'infrastructure qui va te permettre de passer d'un algo à l'autre plutôt que sur l'algo dernier cri du moment. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les standards
de cryptographie post-quantique ne sont pas encore écrits. On sait donc on connaît déjà des algorithmes qui vont être standardisés, mais les standards ne sont pas encore écrits. En revanche, on sait déjà, et depuis assez longtemps, que l'agilité va être importante, qu'il va falloir mettre une nouvelle boîte algorithmique dans les librairies de crypto, etc. Et que le faire de la façon la plus modulaire possible, ce sera certainement très utile. Ok, André, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Alors pour le mot de la fin, j'en profiterai pour revenir vraiment à mon précaré, c'est-à-dire la partie symétrique. Et c'est parce que tout à l'heure, on parlait aussi de justement de 256 bits, 128 bits, c'est pas beaucoup finalement par rapport à ce que va consommer la partie des algos asymétriques post-quantiques. Et j'ai envie de rebondir là-dessus en disant c'est vrai. A priori, faire de la bonne crypto symétrique post-quantique au sens où on est assuré qu'il n'y a aucune vulnérabilité contre l'attaque en quantique, a priori, ça devrait nous coûter rien en fait. Pas plus que la crypto symétrique pré-quantique, entre guillemets, ce mot a un sens. Et ça, c'est quelque chose dont je suis devenu assez convaincu, et c'est quelque chose sur lequel on a aussi travaillé avec mes collègues, puisque en parallèle de cette compétition post-quantique du NIST, il y avait aussi une compétition de crypto symétrique, pas du tout post-quantique. Et là, l'objectif, c'était de faire de la crypto, ce qu'on dit légère, la plus légère possible. Et nous, on est arrivé là-dedans en soumettant un candidat, on a mis dessus c'est léger, d'accord, mais c'est post-quantique. Et en fait, en essayant du coup de faire les choses la plus sûre possible contre l'attaquant le plus puissant possible, on s'est rendu compte que finalement, c'était un algo, oui, c'était même plus efficace qu'AES en fait. On arrivait à faire quelque chose qui allait très bien marcher. Donc ça, je suis aussi assez convaincu qu'en tout cas pour la partie symétrique, il y a du travail à faire. Donc on a besoin d'acquérir encore un peu de compétences en cryptanalyse, mais le résultat sera à la hauteur. On arrivera à faire des algos qui n'ont vraiment aucune vulnérabilité et qui n'auront pas de coûts supplémentaires. Et j'espère aussi que pour la partie asymétrique, il y aura des grands progrès qui seront faits en termes justement de taille des implémentations, de coûts en opération, etc. Je suis sûr que ce sera le cas. C'est garanti sur facture, ça, sans vulnérabilité ? Sans vulnérabilité connue. Mais en tout cas, c'est important de s'être posé la question. C'est toute l'importance de la cryptanalyse. Plus on s'est posé la question et plus on a échoué, plus on est assuré de sécurité. Tu disais que les standards n'étaient pas vraiment standardisés ou développés, mais j'avais cru comprendre que pour l'algorithme qui a été choisi pour la partie chiffrement, c'est Kyber, je crois, à des grands acteurs comme Amazon et Cloudflare avaient déjà implémenté des versions de cet algorithme dans leur librairie. Oui, il y a déjà des implémentations qui ont été faites. Il y avait même si je me souviens bien, il y avait même une expérience à grande échelle faite par Google, je crois, de mettre de la crypto post-quantique et même de ce qu'on appelle la crypto hybride. Parce qu'en fait, pour avoir les bénéfices de la partie post-quantique et les bénéfices de la partie pré-quantique, à savoir qu'on la connaît bien, on fait les deux en même temps. Et ils avaient déjà fait ça à grande échelle, je crois, dans leur navigateur. Mais c'est des implémentations qui ont été faites en amont, et je pense que c'était extrêmement bien aussi de faire ça pour gagner un peu en expérience, finalement, de faire des vrais essais dans la nature. Mais ça reste le standard lui-même, tel que sera défini par le NIST, et sur lequel tout le monde aura envie de se baser, n'est pas un document qui existe encore. Voilà, c'était juste ma remarque, c'est tout. Mais bien sûr, il faut s'intéresser aux implémentations, et tout le monde le fait déjà, pour être prêt. Tu vas implémenter avant le standard. Juste pour gagner en expérience, en tout cas, pour savoir comment ça marche. C'est vrai que c'est des algorithmes qui souvent sont beaucoup plus complexes d'ailleurs que ceux qu'on utilisait avant. Donc il y a beaucoup de détails d'implémentation qui sont aussi à régler. Donc oui, c'est important de se poser la question et de s'y intéresser. Mais l'algorithme définitif, le document définitif, quelque part légal, entre guillemets, on l'attend. Google a participé à la définition des standards, donc ils ont soumis des algorithmes pour la compétition du NIST, dont Sphinx+. Bon, André, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs
Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.